Ça a changé à votre travail, hein? Vous, est-ce que vous avez changé ou de quelle façon vous avez absorbé le tout? Elle est comment l'ambiance à votre travail depuis quelques mois, depuis vous savez quoi? Tu sais, c'est comme dans Harry Potter, on ne prononce pas le nom, mais on va prononcer le nom dans cette capsule pour nous parler de santé psychologique en milieu de travail en temps de pandémie. Allons rejoindre la professeure de psychologie Mireille Demers à l'Université de Moncton au campus de Shippaga. Allons la rejoindre tout de suite. Madame Demers, bonjour. Bonjour. Mireille, merci de participer, de casser la glace. Ce n'est pas une première fois à la radio, puisque c'est déjà un sujet que vous avez parlé. Mais pour nous, ici à Sécan-Hérault et dans la péninsule acadienne, ce sera une première. Et il y aura, ça fait des petits, là. On pourra en discuter au cours des prochains mois. C'est bien cela? Oui, tout à fait, oui. Parfait. Ben, merci de votre collaboration. C'est un sujet qu'on n'a peut-être pas vu venir. Tout le monde apprend sur le tas, mais est-ce que la toile de fond s'est reliée beaucoup au changement dû à cette nouveauté que tout le monde a dû apprendre à vivre? Parce que la santé psychologique, on en parle, mais en milieu de travail, c'est un point plus spécifique, non? Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, là, j'entends beaucoup des collègues autour de moi en parler, j'entends ma famille, j'ai même fait une mini-étude lors d'un de mes cours. Et ce qui ressort, c'est on est à bout de souffle, on est surchargé, on est désorganisé, on est surpassé par les événements. Puis selon moi, c'est tout à fait normal. On a été plongé dans une gestion de changement qui était obligée, qui est due à la pandémie, puisque la pandémie est arrivée de façon inattendue subitement et il fallait prendre des décisions, il fallait mettre en place des procédures pour la santé de la population. Donc on a dû changer nos habitudes de vie drastiquement. Puis ça, c'est à tous les niveaux. Autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, du jour au lendemain, il fallait s'adapter, il fallait changer. Que ça soit d'aller à l'épicerie, à la pharmacie, toutes les procédures avaient changé. La garderie, l'école et au niveau professionnel, nos procédures avaient changé aussi. Et on entend souvent les gens dire, il me semble que ça a changé au travail, il y a moins de vie, c'est plus comme avant. Les gens passent à travers différentes émotions aussi là-dedans. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est sûr que on est dans un mode apprentissage. Okay. Hein? On doit adopter des nouvelles procédures, des nouveaux outils, des nouvelles routines. Donc, on fait plus d'erreurs. On essaie d'apprendre de tout surcharger un peu au niveau mental. Et on est beaucoup dans l'effort. On n'est plus comme dans une espèce de mode automatique où on faisait notre travail, on se sentait compétent. Là, on doit apprendre. On fait des erreurs, on se sent moins bon, on a un moins bon sentiment de compétence. On fait beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration pour éviter les erreurs. Donc oui, tout à fait, ça va avoir un impact sur notre fatigue. On augmente notre charge mentale aussi. Tu sais, non seulement dans notre job, on doit avoir des nouveaux outils, mais c'est des nouvelles procédures. On a toujours en tête, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que mes comportements sont adaptés? Est-ce qu'ils sont appropriés? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Donc, ça nous crée une charge mentale qui est toujours là. Et évidemment, ça va créer de la fatigue supplémentaire. Ouais, on peut imaginer. Il y a plein de gens qui écoutent présentement. Bon, on l'espère. Et ils doivent se dire, c'est normal que je me sente comme ça un petit peu aussi. Donc, ça fait du bien de l'entendre parce qu'on se pose plein de questions aussi en milieu de travail. Oui. Puis la question qu'on se demande, en fait, tu sais, c'est pourquoi, tu sais, dans la gestion de changement, c'est sûr qu'on vit ces efforts-là, mais pourquoi la gestion du changement est plus difficile en temps de pandémie qu'en temps normal? Tu sais, en temps normal, la gestion du changement, on a le temps de se préparer. On a le temps de se préparer à comprendre la situation, la problématique. On a le temps de décider des décisions, donc les pour, les contre, comment on devrait s'y prendre, planifier, développer un plan. Regarder c'est quoi nos ressources, c'est quoi nos contraintes, tu sais, un peu le qui, quand, quoi, comment, pourquoi. Là. Ah oui. Et là, ça nous permet d'évaluer les besoins des employés, les obstacles, et même jusqu'à aller à un point à tester notre plan puis s'ajuster avant de l'implanter. Ce qu'on n'a pas fait en temps de pandémie parce qu'on n'a pas eu le temps. Tout à fait. On a été plongé dans cette gestion de changement-là parce qu'il fallait prendre des décisions drastiquement. Là, on ne pouvait plus fonctionner comme on fonctionnait pour la santé de la population. Donc, on s'est donc retrouvé à une gestion de changement où on gérait 3-4 étapes en même temps. OK, on essaie de comprendre ce qui se passe en même temps d'implanter des décisions.
dans les milieux de travail. Donc, des fois, on prend des décisions, des fois, on joue à essai-erreur, des fois, on en a des bonnes, des fois, on doit se réajuster, mais tout ça se fait en même temps. Fait que, nécessairement, ça va générer du stress. Et ce stress-là est caractérisé de quelle façon? Ça peut sortir de quelle façon? Parce que là, on parle vraiment d'ambiance au travail, de santé psychologique au travail. Oui, donc en fait, il y en a plusieurs facteurs de stress. Okay. Mais disons, j'en aborde quatre. Là, il y a le manque de contrôle qu'on a sur la situation. Donc, on a l'impression de ne plus maîtriser la situation, de plus savoir comment on peut faire les choses, sur quoi on a du contrôle et comment je vais faire ma job ou telle procédure. Donc, on a un manque de contrôle. Ça va générer du stress. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? C'est d'évaluer un peu qu'est-ce qu'on peut contrôler ou non, parce que le but de l'affaire, c'est de pas s'en laver les mains, mais c'est d'être capable de vivre avec et de l'amener avec, de travailler avec. Oui, tout à fait. Donc, tu sais, pour reprendre le contrôle, la première chose, c'est faire l'évaluation des besoins. Okay. Donc, la première chose, c'est d'aller voir c'est quoi les problématiques et de remettre les ressources en place. Et de voir, est-ce que c'est une question de formation? Est-ce que c'est une question que les gens doivent se pratiquer? Est-ce qu'on a besoin de les assister, de coach? Donc, la première façon pour essayer de retrouver du contrôle, c'est d'aller évaluer les besoins. L'autre chose qu'on peut faire, c'est dans la vie, chaque employé, mais aussi les employeurs comme tels, c'est de planifier un calendrier à l'avance. Ça va être de reprioriser les tâches, les réunions, mais de s'assurer, de reprendre un contrôle sur son horaire. On se sent débordé, on sent qu'on a trop de choses à faire. Ça a multiplié les tâches qu'on avait à faire. Le fait que, je sais pas, moi, on travaille de la maison ou on travaille en même temps à la maison ou au bureau. OK, donc, tout ça, ça se peut que ça ait multiplié les tâches. Fait que c'est important de faire l'exercice, de prioriser, reprioriser les tâches, de voir quelles sont mes tâches actuellement, quelles sont mes responsabilités, qu'est-ce que je peux déléguer. Est-ce que on a tendance à vouloir tout faire puis d'être bon dans tout, mais peut-être qu'on peut déléguer à ceux qui ont vraiment l'expertise. Fait que si on n'est pas nécessairement bon en technologie, mais on peut aller demander assistance en technologie. Oui, c'est très important parce que là, j'ai un cas comme ça. Et là, j'imagine que ça a peut-être arrivé à bien des gens. Vous avez parlé des réunions. Et là, je pense que la chronique va peut-être s'étirer pour une autre semaine de Mme Demers, mais combien de personnes ont dû apprendre à maîtriser Zoom ou d'autres petites applications pour être capables d'avoir leur propre réunion et d'être capable de passer la communication? Il y a tout ça aussi en même temps, là. Oui, puis ça me fait appel à un autre critère qui génère du stress, la nouveauté. Okay. Lorsque c'est nouveau, on ressent du stress. OK? Donc, pourquoi? Parce qu'on est dans l'ambiguïté. C'est quoi mes ressources? C'est quoi mes responsabilités? Comment je vais le faire? Comment ça marche? OK? Donc, oui, la nouveauté va générer du stress. Il y a l'imprévisibilité qui va générer du stress aussi parce qu'on est dans l'incertitude par rapport à l'avenir. Puis, il y a l'ego menacé. Ce sentiment de compétence. On n'a pas ça. Voyons donc. C'est pas Voyons donc. L'ego menacé. Oui, madame. Tu sais, notre image, notre réputation, de quoi je vais avoir l'air, moi, devant tout ce monde-là, là, si je suis pas capable de maîtriser ma technologie. OK. C'est bon, ça. J'aime ça. Oui. Donc, en fait, c'est vraiment, justement, de venir minimiser. Normalement, en temps normal, en gestion de changement, on a le temps de se préparer. Et on a le temps de venir diminuer ces facteurs-là parce qu'on a un plan, on évalue le plan. Et donc, on minimise les facteurs de stress. Quand ça arrive subitement, ben là, effectivement, il y a beaucoup plus d'imprévisibilité parce qu'on apprend à connaître le problème en même temps d'instaurer des solutions. Mm-hmm. Maintenant qu'on est dedans, là, OK, là, on est dans n'importe quelle phase de gestion de changement, on a notre équilibre de départ, on est tout sur le pilote automatique. Ensuite, on doit changer, donc on tombe dans une phase chaotique là, de désorganisation, d'une phase d'apprentissage, et ensuite on retrouve la performance parce qu'on retrouve un certain équilibre. Mais pour retrouver cet équilibre-là, c'est important de refaire la structure organisationnelle. Donc, c'est quoi les nouvelles politiques? C'est quoi les nouvelles procédures? C'est comment je dois agir? Qui sont les personnes que je dois contacter? C'est quoi la priorité en ce moment? Donc, c'est vraiment de refaire le cadre dans lequel les employés peuvent naviguer. Puis ça passe par l'évaluation des besoins, par
Et ça passe par l'instauration des nouvelles procédures. Qui va réconforter en savoir où on s'en va. Ça veut dire contrôler ce qu'on peut contrôler aussi. Exactement, tout à fait. Moi, je vous écoute, là, je ferme les yeux, puis je vois plein de respires. On prend un souffle, on respire, on y va tranquillement aussi, parce que tout le monde est touché, peu importe là, si c'est des gestionnaires, les gens et les équipes de travail aussi, peu importe, là, tout le monde est touché là-dedans, peu importe le niveau aussi. Oui, tout le monde est touché à tous les niveaux. Puis tu sais, c'est sûr, dans une gestion comme ça, on devient là un peu en mode apprentissage. On est fatigué, on met beaucoup d'efforts. Donc c'est sûr que des fois on peut devenir un peu irritable, puis la tension monte. Puis il y a certains qui vont se dire écoute, je comprends pas, moi là ça a rien changé, là, je comprends pas pourquoi le monde panique. En fait, je vais vous introduire à la zone de confort. Okay? La zone de confort, c'est nos compétences, nos connaissances, nos habiletés. Okay? Ce qu'on connaît. Okay? Donc, il y en a qui connaissaient déjà ça, travailler à la maison, ou qui connaissaient déjà cette technologie-là, ou que ça fait partie de leurs connaissances et de leurs habiletés. Fait que ceux qui trouvent cette gestion de changement-là facile, c'est parce que ça fait partie de la zone de confort. Alors que pour d'autres, on essaie d'élargir la zone ou même on les sort de leur zone de confort. Dans ce cas-là, ceux qui se disent, mon Dieu, c'est pas si pire, yes, vous êtes une ressource pour nous, donnez-nous vos trucs, aidez-nous à voir comment on fait pour s'en sortir avec vos... Tu sais, c'est quoi les facteurs de succès pour vous? Comment ça que ça marche? Partagez avec vos collègues les bons trucs, les bonnes façons de faire, les facteurs de succès. Oui, allez-y. Non, alors c'est tout. Donc, c'est ça. Alors, les gens qui sont pas déstabilisés par le changement, en fait, c'est parce que c'est ça. Ça fait partie de leur zone de confort et donc ils maîtrisent la situation et ils deviennent des ressources pour leurs collègues. OK, donc ça, c'est important. Ça nous aide un peu à passer à une autre étape et à accepter un peu tout ce changement. En terminant, il y a des habitudes de vie qu'on doit peut-être prendre aussi parce que là, si je vous parlais des respirations tout à l'heure, pour se dire qu'on est tous dans le même bateau, il y a des trucs aussi qu'on peut se donner, peu importe, là, les gens, les travailleurs, les gestionnaires. Oui, tout à fait. Il y a certainement des suggestions au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Fait que si je commence avec au niveau personnel, c'est vraiment important d'adopter des bonnes habitudes de vie, surtout lors de situations stressantes. Okay? C'est là où on a besoin. Les bonnes habitudes de vie, c'est des facteurs de protection contre les effets néfastes du stress. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien manger, bien dormir, bien bouger. Ça veut dire faire de l'exercice, passer du temps à l'extérieur, puis socialiser. Là, vous allez me dire, on peut plus socialiser. Oui, mais on peut socialiser dehors avec un masque à 2 mètres de distance. Fait que là, vous combinez, passer du temps dehors, bouger et socialiser et jaser. Et on a réussi à casser la glace et j'ai hâte de voir la santé psychologique aussi. Il y a peut-être bien des gens qui se sont retrouvés beaucoup cet après-midi dans ce que vous nous avez amené comme sujet. Moi, le premier. On a tous à apprendre de tout ça. Donc, je vous remercie et ce n'est pas la dernière fois. On va se reparler au cours des prochaines semaines. Certainement. Merci beaucoup. Merci Mireille. Bonne journée. À la prochaine. Bye-bye.